Je me présente, chers amis, Fabrice Coustet. Donc, je suis journaliste, je collabore indépendant, plus spécifiquement chez Radio Patrimoine, et puis sur d'autres titres de presse également. Et je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour animer deux tables rondes successivement. La première, ça sera consacrée à développer le partage de la valeur au sein des PME. Enjeux et avancées actuelles. On va faire le point, effectivement. Ça sera pendant les prochaines 45 minutes. Et puis, à partir de 16h15, si on arrive à rattraper le timing, ça va être dur. Cap sur les 10%. Quelle proposition pour développer et pérenniser l'actionnariat salarié ? Je vous propose sans plus attendre d'appeler nos panélistes. Je suis ravi d'appeler Louis Marguerite, député de Saône-et-Loire et rapporteur de la loi sur le partage de la valeur. Bonjour, attention. Prenez place, Louis. Philippe Vivien, le vice-président d'Alixio. Agnès Bricard, l'ambassadrice à l'intéressement et la participation, vice-présidente du Pacte PME. Anne Lemercier, avocate associée chez Clifford Chance. Christophe Boiton, directeur général de CFDP. Bonjour, bienvenue. Et Jean-Philippe Debat, président d'Equalis Capital. Voilà, installez-vous. Alors, vous pouvez prendre place. Tabouret haut. Installez-vous. Les dames, voilà, au milieu. On a presque la parité. Bon, presque. Louis Marguerite, prenez un micro s'il vous plaît. On démarre avec vous, puisque quand on parle partage de la valeur, c'est vrai que vous avez occupé un petit peu le terrain, je vais dire, ou du moins l'espace médiatique, avec une loi, partage de la valeur, qui a été alors promulguée. Ce qui est intéressant dans notre thème du jour, c'est les PME. Et en introduction, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de PME parmi nous, mais c'est vrai que quand on pense épargne salariale, on pense évidemment aux actions et forcément aux grands groupes. Et en France, c'est vrai que, je le dis parce que j'en fais partie de cet espace médiatique, on se concentre, vous le savez, sur les 40 plus grosses entreprises, alors que notre tissu industriel, il est fait de milliers, voire dizaines de milliers de PME, ETI, etc. Est-ce que l'idée, l'esprit de la loi, de votre proposition, c'était effectivement de faire rentrer plus de partage de la valeur dans des plus petites structures et dans finalement toutes les entreprises de France ? Oui, bonjour à tous. C'est bon ? Oui. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là, merci de l'invitation. Quelques mots effectivement sur ce projet de loi. Donc c'est un projet de loi, un texte issu du gouvernement. D'abord sur effectivement un constat, mais qu'on avait déjà partagé d'ailleurs l'année dernière, constat qui fait apparaître que la France en fait est déjà un assez bon élève, voire un très bon élève en termes de partage de valeur. C'est à peu près 6% de la masse salariale, donc c'est pas c'est pas négligeable. Et on est effectivement, je crois, le premier ou le deuxième pays de l'Union européenne, peut-être même au sein de l'OCDE, qui avons des dispositifs de redistribution, en plus évidemment du salaire, ça va de soi, et des charges, mais en tout cas de redistribution, post-résultat. Et donc évidemment, d'aucuns avaient dit, on est déjà très bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Et c'était d'ailleurs l'esprit de la lettre de cadrage que le ministre du Travail de l'époque d'aujourd'hui d'ailleurs aussi, Olivier Dussopt, avait donné aux organisations patronales, donc MEDEF, CPME, UDP, et les organisations syndicales, c'est-à-dire de travailler sur ces dispositifs-là. Grosso modo, entre on indexe tous les salaires sur l'inflation, je n'ai pas trop de doute que personne ne sera convaincu dans cet auditoire que c'est une bonne idée, et de l'autre, ne rien faire du tout, encore que une autre, ne rien faire du tout, il y avait sans doute peut-être une des voies de passage pour répondre non seulement effectivement à cet enjeu d'un peu de redistribution quand on crée de la valeur, parce que nous sommes convaincus qu'il faut créer la valeur avant d'éventuellement la redistribuer, et des enjeux de pouvoir d'achat, sujet d'ailleurs qu'on n'aura jamais vraiment conclu. Et donc, ce sujet, en fait, tout le monde pensait qu'on allait se planter. Enfin, je veux dire, grosso modo, les uns nous disaient il y avait un circulaire à avoir, les autres nous disaient c'est pas le sujet, on veut des augmentations de salaire. Franchement, je caricature à peine, mais c'est globalement ce qui prédominait. Et contre toute attente, les 3 organisations professionnelles et 4 des 5 organisations syndicales, je vous laisse imaginer celle qui n'a pas signé, se sont mis d'accord en février dernier, donc il y a presque un an maintenant, sur cet accord national interprofessionnel, le premier d'ailleurs depuis assez longtemps. En réalité, ça prouve que le dialogue social, ça marche. Et en plus, ils l'ont fait pendant la réforme des retraites, ce qui n'était pas forcément le meilleur contexte pour le faire, mais ils y sont arrivés. Et l'engagement que le gouvernement avait pris, et nous, la majorité, et que j'ai l'honneur de représenter, c'était de transposer intégralement, fidèlement, authentiquement, ni plus ni moins, le texte issu de cet accord. Je ne vais pas le détailler, je pense que certains ont déjà lu et je prendrai trop de temps, mais simplement pour dire en effet que cet accord, il dit plusieurs choses. Il dit d'une part
on réinvente pas l'eau chaude, c'est-à-dire qu'on a un système qui est comme souvent France complexe, mais plutôt assez complet. Donc on part de l'existant, on part pas sur ces grandes idées de tout fusionner dans un grand tout qui serait pas forcément cohérent. Il pérennise un certain nombre de choses, je pense notamment à la prime de partage de la valeur, l'ex-prime Macron, notamment sur les PME, TPE, c'est totalement plébiscité par les chefs d'entreprise, en tout cas ceux de mon territoire, mais partout ailleurs en France. Et il dit, et c'est l'objet de votre question pour répondre à votre question, c'est effectivement, il est temps, et je dois dire que les organisations professionnelles ont fait preuve beaucoup de courage. Je ne suis pas sûr que si on avait légiféré en dur, on serait allé aussi loin s'agissant des PME, parce qu'il vise à dire, sur les entreprises qui sont bénéficiaires 3 ans de suite, c'est-à-dire 1% du bénéfice net fiscal en résultat, de chiffre d'affaires en résultat, il y aura obligation pour le chef d'entreprise de mettre en place au moins un des 3 dispositifs principaux de partage de la valeur. Et ça concerne, d'après les calculs qu'on a fait à Bercy, sur les années normales, on a pris 17, 18, 19, on n'a pas pris la crise Covid qui donne des résultats, il n'y a pas forcément plus faibles, mais en tout cas différents. Ça concernerait une entreprise sur 2 de ce segment-là, c'est-à-dire à peu près 1,5 million de salariés. Donc c'est pas du tout négligeable, on passerait de 10 millions de salariés, c'est-à-dire la moitié des salariés du secteur privé, à 11,5 millions à peu près. Voilà. Donc de 10 millions à 11 millions et demi. À peu près, exactement. Donc c'est absolument massif. Alors, on donne la souplesse aux chefs d'entreprise de déterminer le montant, de déterminer quel outil, et c'est important qu'on garde cette souplesse-là. On se parle des entreprises de 11 à 49 salariés, et évidemment c'est un vrai progrès parce que ça va permettre demain, après-demain, d'avoir effectivement un complément de rémunération pour les entreprises qui pourront se le permettre et qui dégageront des bénéfices suffisants. Oui, tout à fait. Et on souhaite effectivement que ça soit le plus large possible. Comment vous voyez ça, cette mesure, Phoebe Vien? Comment dire, un peu la même façon, et là plus en suiveur et en accompagnant les entreprises. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit que c'est plus un tabou des 2 côtés. Regardez l'ANI, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet. Dans le partage de la valeur, on a osé mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire on a osé mettre et intégrer le panel que vous citiez, le panel de toutes les mesures. Et ça, je crois que c'est déjà un élément clé. Enfin, je veux dire que les entrepreneurs discutent avec les salariés du partage de la valeur. Alors, le mot est parfois un peu ambigu. Est-ce que c'est le partage de la valeur ajoutée? Est-ce que c'est le partage, comme c'était dit tout à l'heure, de la valeur patrimoniale? Mais rien que le fait qu'on mette cette valeur, ce mot valeur, je dirais en valeur, c'est le cas de le dire, est déjà pour moi un élément qui va générer de la bascule et qui va générer de l'appétence. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième élément, on s'aperçoit assez vite que quand on discute avec les dirigeants, plus ils se projettent dans le développement de leur entreprise, j'ai envie de dire, PME deviendra grande, plus tout de suite, ils ont à l'idée vraiment cette intention de partager la valeur. Parce qu'ils voient bien que les grandes entreprises l'ont mise en place, ils voient bien que les ETI l'ont mise en place aussi sous des formes diverses et variées, et ils se disent pourquoi pas nous? Et souvent, c'est pourquoi pas nous? Parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'est pas encore dans la cour des grands. Et rien que le fait, alors c'est un peu de l'auto-proclamation, mais rien que le fait de se projeter dans un développement de son entreprise, de se développer, ça veut dire recruter, ça veut dire attirer, ça veut dire retenir des salariés, ça veut dire développer des compétences, ça veut dire fidéliser, ça veut dire avoir des ambassadeurs, des producteurs et des ambassadeurs. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Et vous l'avez dit, ça vient d'être dit, qui nous aurait dit au début d'année, quand on a négocié cette année, alors qu'on était encore en crise de réforme des retraites, que tout le monde allait se mettre autour de la table et que très vite ça allait converger. Ce que je veux dire par là, c'est que de manière assez nouvelle, les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et pour travailler beaucoup avec elles, même si je suis du côté patronal, ont compris l'enjeu. Ont compris que l'indexation des salaires sur les prix était une ânerie, ont compris qu'on ne pourrait pas fonctionner ainsi et qu'il y avait d'autres voies. Et il y avait des voies de court terme, des voies de cash, on l'a dit tout à l'heure, et il y a des voies de moyen et long terme. Et ça, je crois que c'est vraiment acquis. J'étais encore avec un patron de fédération syndicale ce matin sur un sujet un peu compliqué. Voilà, ça fait partie malgré tout, dans une entreprise où il y a beaucoup d'actionnariats salariés, ça fait partie des sujets qui ont été reconnus comme un des éléments importants de la vie et de l'ADN de l'entreprise. Donc vraiment, je crois que le point clé, c'est dès que l'entreprise se projette vers de la croissance, alors elle est prête à le faire. Si elle est en défensive pour elle-même, j'ai envie de dire, le patron, il est aussi très clair. Il n'a pas envie de vendre une action à ses salariés
s'il pense que ça va être difficile aussi. Il est très rationnel et il est de ce point de vue protecteur. Ça, je crois que c'est un élément qu'on ne dit pas assez de ce point de vue. Le patron est protecteur du patrimoine potentiel de ses salariés. Ouais. On retient aussi l'effet mimétisme, on va faire comme les grands groupes en creux. Et une autre chose que vous avez déclarée, Le Marguerite, c'était qu'il fallait recréer de la confiance avec les partenaires sociaux. Je crois que ça a été prouvé. Agnès Bricard, chez Pacte PME, comment on voit justement le fait d'ouvrir encore plus cet actionnariat salarié? On s'en félicite évidemment. Est-ce que sur le terrain, ça infuse, ça progresse? Alors, je parlerai plus en tant qu'ancienne présidente de l'Ordre des experts comptables, présidente du Conseil supérieur, plus que vice-présidente de Pacte PME, puisque Pacte PME, c'est une association qui est créée entre les grands groupes, principalement le CAC 40, et leurs co-traitants. Et donc, toute l'idée, c'est de faire en sorte de les rendre beaucoup plus autonomes, ces co-traitants. Et ils sont en général au-delà de 50 salariés. Hein. C'est quand même des co-traitants assez forts et puissants. Donc, je parlerai plus en tant qu'ancienne présidente là, de l'Ordre des experts comptables, pour vous dire que les experts comptables sont très attentifs justement à cette loi, puisqu'on est à peu près à 90% dans les entreprises pour établir les fiches de paye pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est-à-dire qu'on a réellement une position forte. Et c'est d'autant plus agréable à le dire que justement la présidente actuelle du Conseil supérieur, Cécile de Saint-Michel, m'a demandé de faire en sorte dès le début de l'année, puisque vous savez que l'application se fera qu'au 1er janvier 2025, donc on a toute l'année 2024 pour préparer les confrères. C'est à peu près 20 000 experts comptables dans 2 millions d'entreprises, dont 90% dans les moins de 50. Donc ça a un effet fort. Donc aujourd'hui, ce qu'on entend, puisque j'ai pris auprès du club social notamment des positions, on était avec le député Louis Marguerite à la journée annuelle du club social, ce que j'entends, c'est de dire, de toute façon, on va proposer très rapidement aux entrepreneurs qui ont moins de 50 salariés toutes les possibilités de mettre en place justement ce partage de valeur. Principalement, sachez-le, c'est évidemment la PPV qui emporte réellement. Mais comme je leur dis, attention, vous les dirigeants, vous ne pouvez pas vous l'approprier parce que vous n'avez pas de contrat de travail correspondant à ce qu'est le Code du travail. C'est-à-dire que si vous avez un contrat de travail, vous n'avez pas des congés payés, donc vous n'êtes pas dans la prime de partage de valeur. Pour être inscrit dans cette partie, justement, je veux partager moi aussi en tant que chef d'entreprise cette valeur, il faut établir un contrat d'intéressement. Et ces contrats d'intéressement, on est allé voir l'URSSAF, avec le député aussi Louis Marguerite, pour que justement, au lieu d'avoir des contrats d'intéressement de 20-25 pages, comme on trouve sur les différents sites Internet, avec l'URSSAF, on a fait sur leur site, monintéressement-ursaf.fr, quelque chose où on a 9-10 écrans maximum à remplir pour faire un contrat d'intéressement très allégé. Alors, il y a un contrat qui est prédéterminé avec 2 grands critères. Le critère qui est l'augmentation du chiffre d'affaires, et qui correspond bien à des petites entreprises. Quand vous êtes dans une entreprise de plus de 50, dire je vais prendre comme critère l'augmentation du chiffre d'affaires, puisque ça doit être aléatoire, l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est aléatoire. On ne le prend pas en général. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a les commerciaux qui vont travailler comme des fous pour évidemment augmenter le chiffre d'affaires, et ça ne peut pas être un bon critère. Mais c'est un bon critère dans les petites entreprises de moins de 50, parce que c'est quelque chose que tout salarié comprend. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. Vous savez, c'est comme la participation. Quand vous commencez à expliquer la participation, la formule, elle n'est pas claire quand même. Et ce n'est pas facile. De façon pédagogique, c'est plus facile de dire je retiens l'augmentation de chiffre d'affaires. Il y a néanmoins un deuxième critère qui est retenu, c'est le résultat courant. Et le résultat courant, ça peut s'expliquer assez facilement. Et puis, il y a une formule libre dans le contrat d'intéressement du site de l'URSSAF. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle présente justement des critères ESG. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, puisque le président Loïc Desmoussos en parlait, ça présente des critères justement qui permettent aussi aux chefs d'entreprise de mettre en place un dialogue, des échanges. Parce que ce qui compte aujourd'hui dans ces contrats d'intéressement, c'est qu'il y ait des échanges entre les salariés et l'employeur. Et quand on n'est pas nombreux, c'est vrai qu'on se connaît, on sait qui on est, on sait où on habite, on connaît des enfants. Et du coup, ça permet d'amorcer un vrai dialogue social, ce qui nous manquait dans nos entreprises de moins de 50. Donc c'est vrai que généralement les experts comptables vont présenter la PPV et le contrat d'intéressement. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre président actuel, le président Macron, a dit c'est 3 000 pour la prime partage de valeur et c'est 6 000 si vous signez un contrat d'intéressement. Sur la partie participation dérogatoire, moi j'y crois moins, je le dis, ma position.
Et sur le quatrième, il y en avait l'abondement. Alors ça, c'est un peu compliqué. Vous connaissez ça très bien dans les grandes entreprises. Dans les petites entreprises, pour un employeur dire « il donne 1, je peux donner jusqu'à 3 », il réfléchit à 4 fois. Je vous le dis tout de suite, sur l'abondement, je n'ai pas réussi vraiment à convaincre les employeurs de moins de 50. Voilà, je voudrais juste apporter ces compléments. Mais c'est quelque chose qui est bien perçu. Oui. Simplement, ils me disent, le bénéfice fiscal, alors il doit être au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Donc, du coup, on prend les années 2023, qu'on n'a pas encore arrêté, hein, on est bien d'accord, les années 2022 et les années 2021. Donc, on est en train de préparer pour les chefs d'entreprise. Donc, 21, 22, 23 pour mise en place 2024. Pour 2025. Pour appliquer 2025, pardonnez-moi. C'était l'amendement que j'avais. Oui, c'est vrai. C'est l'amendement que j'avais déposé, fait voter en commission des affaires sociales, sociales, l'unanimité à l'Assemblée, et que j'ai royalement relâché auprès de la commission mixte paritaire avec ma collègue du Sénat. Mais du coup, on est revenu à la version originale en fait de l'accord national interprofessionnel. Donc en pratique, ça commence en 2025, mais évidemment, il est interdit à personne de commencer dès 2024. Voilà. Vous avez tout à fait c'est vrai que vous aviez raison, plaidé pour que ce soit en 2024. Voilà. Pourquoi attendre un an et finalement... Voilà, mais après, il valait mieux avoir un accord. Voilà. Donc voilà, donc on en est là. Aujourd'hui, on annonce partout, on regarde les bénéfices fiscaux. Alors, quand il y a des entreprises, vous le savez bien, qui font des gros chiffres d'affaires, il n'y a pas nécessairement beaucoup de marge. C'est vrai qu'on a un peu de mal. Donc, 1 sur 2, je maintiens tout à fait la position du député Louis Marguerite, que c'est bien 1 sur 2 à peu près, où il y aura l'application. Bon, après on verra la conjoncture, hein, c'est pas évident en ce moment d'augmenter son chiffre d'affaires année après année. Attendez, parce que le panel est nombreux et vous n'êtes pas... En tout cas, ça met en lumière le fait aussi, et je rebondis à ce que nous disait Marie Brière tout à l'heure, effectivement, le fait que de devenir partie prenante aussi, hein, je crois que c'est plus de 50% des gens qui disent l'actionnariat salarié, c'est aussi participer aux décisions de l'entreprise. Anne Lemercier, on continue le tour de table. Vous voyez chez Clifford Chance de tout type de groupes, hein, de la start-up au grand groupe évidemment. Cet effet justement, alors les grands groupes, on a l'impression quand même qu'ils sont plutôt bien équipés. Maintenant, il faut descendre. Quels sont les points de blocage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui manque? Des plus petites entreprises, aujourd'hui, alors franchement, honnêtement, c'est super, hein, cette loi, le message est fort et vraiment important. Maintenant, c'est la simplification. Parce qu'on est arrivé à un point où on a beaucoup de dispositifs, on a une espèce de millefeuille de dispositifs, et c'est vrai que le retour qu'on a, c'est on s'y perd, quoi. Donc je dirais que la prochaine étape, c'est peut-être la simplification. Moi, j'avoue, je prône le code du partage de la valeur. Donc rassembler tous les textes dans un seul code. Mais bon, ça, c'est accessoire. Mais c'est vrai que cette simplification, elle est importante. Après, si on va aller sur l'actionnariat salarié, parce que c'est quand même ça un peu le thème aussi, c'est l'actionnariat salarié dans les plus petites entreprises, comment faire pour faciliter l'actionnariat salarié? La première problématique qu'on a, c'est la gestion collective en fait, des actions. C'est ça, et c'est ça qu'il faut travailler, je pense, à l'avenir, arriver à trouver un moyen de gestion collective, parce que le FCPE, c'est formidable, mais il faut avoir déjà une certaine taille d'entreprise, en fait, parce que c'est un certain coût. Donc, pour les plus petites entreprises, il faut arriver à améliorer la gestion collective des actions. Ça, c'est une chose. Autre chose, dans la loi, il y a un dispositif qui est hyper intéressant, que moi j'appellerais, donc c'est partage de la valorisation, mais que je parlerai de fantôme share, parce que finalement c'est ça l'idée en fait, c'est d'intéresser les salariés sur la prise de valeur de l'action. Donc ça, pour les plus petites entreprises qui justement ne sont pas encore assez mûres peut-être pour l'actionnariat salarié, c'est déjà un premier pas et c'est déjà super. Mais le texte tel qu'il est aujourd'hui, à mon avis, il y a des assouplissements qu'on pourrait prévoir, notamment cette période de 3 ans ferme, je dirais, c'est vraiment 3 ans date à date, et pas toujours adapté au non-coté, parce que dans le non-coté, la prise de valeur de l'action, elle se fait quand il y a un événement de liquidité, une cession. Et quel est cet événement de liquidité avec 3 ans ferme? Donc, c'est des exemples de petites choses qu'on peut améliorer, mais voilà, déjà, je pense que le passer par ce dispositif de phantom share, c'est un premier pas, en fait, pour inciter finalement les entreprises à aller ensuite vers l'actionnariat salarié avec tous les atouts de l'actionnariat salarié et notamment où, on l'a vu tout à l'heure, où on va plus loin, c'est pas seulement économique, là, on va sur partager la stratégie, comprendre la stratégie de l'entreprise et être vraiment impliqué, se sentir impliqué. Oui, il y a des sociétés aussi, pas seulement les grands groupes, des startups qui se déploient rapidement à l'international. Et là aussi, ça peut bloquer parce qu'on a des dispositifs dédiés en France qui marchent très bien, mais il n'y a pas forcément le pendant à l'étranger. Oui, alors à l'international, donc effectivement, on transpose nos dispositifs de droit français à l'international. Et c'est une chance qu'on a quand même en France d'avoir déjà des dispositifs assez matures en fait.
Et d'où, on en a parlé tout à l'heure de la directive AIFM, la modification de la directive AIFM pour permettre d'exporter les FCPE plus facilement au sein de l'Union européenne. Ça, c'est une avancée qui effectivement... Enfin voilà, on s'est battu pour ça depuis plusieurs années et on est content que ça aboutisse parce qu'on a la chance en France d'avoir le FCPE, mais qui n'est pas reconnu dans la plupart des pays. Donc on est obligé d'aller confronter notre FCPE aux législations fiscales aussi, pas seulement les aspects réglementaires, dans chaque pays. Donc tout ce qui peut faciliter la transposition, notamment par les directives européennes, c'est vecteur d'amélioration et surtout d'aller à l'international. Parce qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui, même une start-up, très vite, elle va avoir des salariés à l'international. Et là, j'irai même plus loin, mais là, je vais... les freelances, c'est peut-être aussi l'étape suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les startups font appel à des freelances, et ça, c'est une vraie problématique. Comment on les intéresse? Parce qu'ils veulent les intéresser aussi. Donc ça, je pense que c'est un peu l'étape suivante, mais c'est à garder en tête. Ouais, vous avez tout à fait raison, puisque on parle d'actionnaire salarié, mais on nous promet aussi demain un monde sans salariés, où tout le monde serait freelance. Bon, on n'en est pas là. Ça, c'est comme la mort du bureau ou le plus d'emails. Je pense que c'est compliqué. Christophe Boiton, directeur général de la CFDP. Un petit mot justement sur la CFDP. Présentez-vous tout d'abord. Peut-être effectivement pour commencer, tout d'abord merci beaucoup à la Fédération pour l'invitation. Je ne sais pas si CFDP sera très représentative, en tout cas on n'a pas l'ambition de représenter toutes les PME aujourd'hui, juste partager notre expérience. Donc je dirige CFDP Protection Juridique Indépendante. CFDP Protection Juridique Indépendante, c'est notre signature. Comme le nom l'indique, nous sommes compagnie d'assurance de protection juridique. Donc dans notre métier premier, nous protégeons nos assurés en les accompagnant dans la résolution de tout litige et toute problématique juridique. Rapidement, ça se fait en 4 phases. Information, prévention, pour l'accès au droit, à l'accès à l'information juridique. Résolution, résoudre les litiges, c'est le cœur de notre activité. Et dans 8 cas sur 10, ce sont nos juristes qui résolvent effectivement les litiges auxquels sont confrontés nos assurés. Troisième intervention, c'est le financement. Financement de tout ou partie des procédures judiciaires lorsqu'on n'arrive pas à trouver une résolution amiable. Et puis le 4e point, c'est l'apaisement. Et c'est très important pour nous, et j'insiste là-dessus parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans le projet de l'entreprise et dans l'adhésion des salariés à ce projet, c'est d'assurer effectivement que cette résolution des litiges permette de rapprocher les parties avec bienveillance pour remettre du lien lorsque le lien a été rompu. Et donc cet engagement est quelque chose d'important. Pour organiser ça, CFDP aujourd'hui, c'est 225 collaborateurs, 80 millions d'euros de primes, de chiffre d'affaires. Donc on est une petite compagnie d'assurance. Grosse PME ou petite ETI, on ne sait jamais où se placer. Mais en tout cas, voilà, notre métier, c'est celui de la protection juridique. Je vous disais, notre signature, protection juridique indépendante. L'autre terme, c'est celui de l'indépendance. Dans notre métier, dans le monde de l'assurance, et en particulier dans le monde de l'assurance, de protection juridique, nous sommes la seule compagnie indépendante. Nos concurrents sont tous des filiales des grands groupes d'assurance que l'on connaît tous. Et cette indépendance, on l'a mis dans notre signature parce que c'est au cœur du projet de l'entreprise et c'est au cœur, et c'est le lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est au cœur du modèle que l'on a développé de l'actionnariat des salariés. Aujourd'hui, très concrètement, ça veut dire que cette indépendance, elle se vit avec la place des salariés qui, au travers de différents supports, représentent 49% du capital de l'entreprise. 51% est détenu aujourd'hui par des partenaires financiers qui nous accompagnent et qui accompagnent la croissance. Et la place de l'actionnariat salarié n'est pas nouveau pour nous, puisque ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on a inscrit ce schéma-là. Et l'étape, donc c'était en 96-97, peut-être que ça sera un des sujets qu'on abordera sur l'intérêt de l'actionnariat salarié. C'est en 96-97, la problématique qui a été portée par les 2 dirigeants de l'époque a été celui de la transmission de l'entreprise au moment de leur départ à la retraite. Et donc, ils ont fait le choix de résister aux sirènes des grands groupes d'assurance qui voulaient déjà racheter CFDP à cette époque-là. Et ont fait le choix, assez novateur à l'époque, de transmettre leur entreprise aux salariés. Et 100% du capital a été repris par les salariés à ce moment-là. Et puis, depuis, la compagnie a beaucoup grandi. Donc, on a fait rentrer successivement des partenaires financiers pour nous accompagner. Mais le cœur du projet, le cœur de l'ADN, le cœur de l'histoire de la compagnie se place autour de l'actionnariat salarié. Et vous le faites vite, cet actionnariat salarié, vous le faites vivre chaque année? On le fait vivre chaque année. C'est un sujet,
j'allais dire, c'est chaque jour que ce sujet-là nous préoccupe. Rapidement, on a deux moyens pour faire vivre cet actionnariat salarié, et notamment des outils que j'ai évoqués. Le premier, mais c'est le plus récent, qui date d'il y a une dizaine d'années, nous sommes 225-80 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais nous avons mis en place un fonds commun de placement dans un cadre d'un plan d'épargne où nous retrouvons 100% des salariés investissent dans le fonds commun de placement. Et le fonds commun de placement monte régulièrement au capital et aujourd'hui détient 6% du capital parmi les 49%. Et l'autre support, c'est le support d'investissement, c'est une holding d'investissement historique qu'on a créée en 96 et qui, là, aujourd'hui, réunit 60% des salariés qui investissent sur ce support-là et qui détient donc les 43% du capital. Et donc, ça veut dire qu'au quotidien, chaque année, on fait vivre ces supports-là, à la fois pour attirer de nouveaux salariés, les inciter à investir dans le plan d'épargne, investir dans le FCPE au travers d'intéressement, de participation, d'abondement. Donc ça, on le travaille très, très fortement. Ça fait partie du volet partage de la création de valeur. Mais on insiste beaucoup pour inciter les salariés à investir aussi sur la holding historique. Et chaque année, encore cette année, alors pour nous c'est important, on a attiré 12 nouveaux associés salariés qui investissent leur épargne, leur fonds propres, sans prix aidé, sans abonnement, donc véritablement en achetant les actions un pour un. Et c'est une marque très forte pour nous d'engagement et de fidélisation dans l'entreprise. Oui, et un mot justement sur les résultats. Je crois que les actionnaires, souscripteurs sont pas malheureux chez CFDB. Sont pas malheureux. Non, mais dites-nous, effectivement, vous m'avez cité un chiffre sur les retraités là, qui partent quand même avec un budget confortable. On a une génération, ceux qui ont investi, qui ont repris leur entreprise en 96-97. Pour vous donner une idée, donc ils ont l'entreprise entre 1996 et aujourd'hui, on a multiplié par 6-7 le chiffre d'affaires, à peu près la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, les salariés qui ont investi l'équivalent de 15 000 euros à l'époque partent avec un chèque de 300-350 000 euros à peu près dans cette année. Donc on voit effectivement que là, partage dans la création de valeur, c'est une vraie réalité. Mais j'aime bien dire aussi, rappeler à nos salariés qu'avant de partager la création de valeur, il faut déjà la créer. Et donc, on insiste beaucoup là-dessus et avec des engagements de long terme, on arrive effectivement à ce que cet engagement, cette association au capital se traduise et porte la croissance de l'entreprise. Ouais, parfait exemple, en tout cas, d'alignement d'intérêts et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Jean-Philippe Debat, vous terminez justement ce tour de table. Vous êtes président d'Equalis Capital. Un petit mot justement d'Equalis avant de démarrer. Est une société de gestion de FCPE qui a la chance d'être la société de gestion de CFDP, entre autres. Puisque je suis le dernier, je vais faire le lien avec le premier intervenant et de cette loi ANI avant de dire un mot de l'actionnariat salarié. Cette semaine ou la semaine passée, dans les Échos, j'ai vu un article disant que les salariés qui avaient été concernés au 1er janvier par l'augmentation du SMIC étaient en France 17%, ce qui est un record absolu, 17% des gens au SMIC. Et tout le monde sait qu'entre 1 et 1,6 fois le SMIC, il y a des exonérations de charges, dégressives certes, mais très puissantes. En fait, il faudrait être fou aujourd'hui pour un dirigeant d'entreprise de payer quelqu'un plus que 2 000 euros ou 2 200 euros, vu les avantages et cette courbe. Avec en plus la loi ANI, on a beaucoup de dispositifs. Certes, même nous, on s'y perd. On a besoin d'un petit update régulièrement pour être sûr de ne pas tout louper. Mais il y en a beaucoup. C'est impossible qu'un dirigeant ne trouve pas chaussure à son pied avec tous les dispositifs. Certes, c'est compliqué, mais même sur Internet, en passant un peu de temps le soir, il peut y arriver. Donc aujourd'hui, un dirigeant, en fait, il doit payer ses salariés le SMIC plus et compléter par tout un tas de dispositifs. Donc cette histoire de partage de la valeur, ça va être super, mais comment dire, c'est pas l'objectif recherché qui était de réduire les profits et d'augmenter les salaires. Non, c'est la part de l'État qui va se retrouver rogné dans ce dispositif, puisqu'on ne va pas augmenter les salaires. En fait, on va avoir
un espèce de tunnel entre 1,1 fois, 1,6 fois le SMIC. Pardon, hein, peut-être que j'exagère, mais je finis quand même. Et en fait, on va se retrouver avec un tassement des salaires. Et donc, on sait qu'on était déjà un État socialiste. Là, on se dirige vers le communisme. Alors, le seul truc qui nous sépare du communisme aujourd'hui, c'est l'actionnariat salarié. Okay, c'est l'actionnariat salarié. Merci. Donc l'actionnariat salarié, ça permet de compléter. C'est le dernier étage de la fusée, parce qu'avoir un peu une prime Macron, un truc, bon, bah, vous le dépensez. L'actionnariat salarié, vous capitalisez. Alors qu'est-ce qui fait que dans les PME, ça ne fonctionne pas? En fait, il y en a très peu dans les PME. Parce que dans beaucoup de PME, alors bien sûr pas des gens qui sont représentés ici, hein, bien évidemment, mais des dirigeants, ils aiment choisir les gens qui vont venir au capital. Ils pensent que leur management, il est indispensable et que leurs salariés, ils sont interchangeables. Alors pourquoi diable les associer? On va d'abord associer le management. Alors l'exemple de CFDP, on a 2 dispositifs, mais c'est les mêmes. C'est simplement que dans la holding, eh ben on a une liquidité réduite. On est collé. Mais c'est la même chose, c'est le même prix, c'est les mêmes actions. Dans beaucoup d'entreprises, on va faire quelque chose pour le management. Et puis pour les salariés dans les ETI, on va faire quelque chose parce qu'on a les moyens, parce que ça coûte cher. Un FCPE, oui, ça coûte cher, etc. Et dans les PME, on va s'arrêter. On ne va rien faire. On va dire, bah, le management, c'est bien, les salariés, tant pis. Ou alors on est une PME très riche. Pourtant, il y a un outil qui est super, qui est le FCPE de reprise. Dans la loi, le texte ANI, au départ, les partenaires sociaux ont interrogé le gouvernement, les députés, les administrations sur qu'est-ce que c'est que le FCPE de reprise. Dites-nous ce que c'est que le FCPE de reprise. Nous, on peut vous le dire, chez Coalition Capital, il y en a eu 3 en France, c'est nous qui avons fait les 3. Le dernier remonte à 2019, et je peux vous dire que ce n'est pas facile à vendre un FCPE. Pourtant, on essaye. Hein. Ça se heurte à cette réalité terrible. Le dirigeant veut choisir les gens qui deviennent actionnaires à ses côtés. Sauf qu'aujourd'hui, le dirigeant qui choisit les gens qui deviennent actionnaires à ses côtés, qui leur disent combien ils ont le droit d'investir, mais en fait, ça ressemble un petit peu à une forme de rémunération, ce truc-là. Hein, et le Conseil d'État a tranché il y a 2 ans sur les aspects fiscaux, la Cour de cassation a tranché sur les aspects sociaux récemment. Ce dispositif, le package management, c'est du salaire. Donc nous, on dit, bah, le FCPE de reprise, pensez-y, parce que certes, vous allez aligner tout le monde avec le même investissement, sauf que là, vous aurez quelque chose de très puissant dans l'entreprise et un cadre qui mettra 100 000 euros, il aura 100 fois plus qu'un salarié qui a mis 1 000 euros. Et finalement, c'est pas si mal. Ouais. C'est ce qui pourrait faire changer la donne, parce qu'on entend ce que vous nous dites, c'est-à-dire bah voilà, la volonté finalement de choisir, c'est presque voilà, des relations humaines. Et c'est vrai qu'on a peut-être envie de favoriser, et c'est humain, quelqu'un qui se défonce plutôt que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire justement par des mécanismes pour améliorer ça? Ce que je viens d'expliquer, à savoir l'intérêt bien compris du dirigeant aujourd'hui, c'est sécuriser son investissement. C'est de sécuriser l'investissement de ses troupes au prix, pardonnez-moi de dire au prix, parce que ce n'est pas du tout ma conception des choses, mais il faut se mettre à la place des gens, au prix d'une ouverture collective. Voilà. C'est une sorte de donnant-donnant. Je sécurise, mais j'ouvre. On revient justement sur une critique qui a souvent été faite, effectivement. Est-ce que la prime de partage de la valeur, elle ne va pas substituer à du salaire? On sait que déjà, on est dans une situation tendue, avec de l'inflation, avec des négociations salariales fortes. Et est-ce que le dirigeant ne va pas dire, voilà, vous avez tel et tel mécanisme qu'on a aligné, finalement, pas besoin d'augmenter les salaires? Ouais, je ne sais pas si c'était une opportunité ou dans le propos que vous avez tenu, mais je voulais rebondir. Mais juste une micro-anecdote, quand j'ai fait ma campagne il y a 2 ans maintenant, je suis allé voir des chefs d'entreprise et ils m'ont dit, écoutez, si vous êtes élu, on veut juste 2 choses, que vous baissiez les charges et surtout qu'on ne vous voit jamais, on ne veut pas que vous vous occupiez de nous. Donc voilà, donc voilà, surtout ne venez pas. Enfin, vraiment, on ne veut pas vous voir. Bon, laissez-nous travailler. Exactement. Bon, ils ont vu quand même que j'étais un petit peu fréquentable. Je ne siège pas au groupe socialiste ni au groupe communiste, donc soit dit en passant. Et évidemment, je fais partie, comme j'imagine vous tous, de ceux qui pensent qu'il faut évidemment créer la richesse avant de éventuellement peut-être la redistribuer. Évidemment, c'était une critique très forte, notamment de nos oppositions à gauche, qui disaient bon, très bien, vous transposez un accord. D'ailleurs, c'était un engagement. Même la date que j'avais effectivement poussée dans la presse en disant il faut mettre en place un peu plus tôt cet accord sur les PME. On est resté finalement à l'écriture originale du texte. Et effectivement, il y a des effets de substitution, à l'évidence. Alors, ils sont difficiles à capter. On parle d'entre 15 et 40%. C'est compliqué de les évaluer. Il y a une 30%, étude oui, alors, c'est entre 15 et 40, mais 30%, c'est sur la partie prime Macron. Enfin, prime de partage de la valeur. Effectivement, une étude de l'INSEE qui faisait apparaître 30%. Bon, ça laisse quand même 70% d'augmentation, en fait, voilà, de perte d'opportunité. Enfin, en tout cas, il y a quand même une opportunité d'augmentation de salaire de 70%. On voit bien d'ailleurs que même ceux qui prônent les indexations de salaire, encore une fois, vous avez bien compris que c'était pas ma position, les indexations de salaire automatiques, ça existe en Belgique, hein, pas très loin
train de chez nous dans un certain nombre de secteurs. Et on voit bien d'ailleurs que, les effets pour contrer l'inflation sont moins bons que les nôtres, liés aux négociations annuelles obligatoires. Point numéro 1, et que par ailleurs, même les effets d'augmentation eux-mêmes en tant que tels, si on compare salaire à salaire, sont même moins forts que les nôtres. Donc on voit bien que les mécaniques que nous avons en France, de négociations annuelles obligatoires et autres, en fait, font naturellement les choses. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que entre faire n'importe quoi et ne rien faire, voilà, c'est compliqué de naviguer. Donc c'est une réponse. En réalité, le pouvoir d'achat, on n'aura jamais fini ce sujet. On veut toujours tous gagner plus. Dans le contexte, et c'est peut-être l'un des points que je suis d'accord avec vous, on a un problème de bas salaire en France qui est absolument majeur parce qu'on voit bien que cet effet d'un du SMIC, où on est très compétitif sur le coût du travail, plus que l'Allemagne d'ailleurs, soit dit en passant, en dessous de 1,6 quasiment jusqu'à 2 SMIC, et qu'effectivement ça s'inverse totalement après 2 SMIC, et bien effectivement, on a cette problématique où il y a 20 ou 30 ans, quand on rentrait au SMIC d'ailleurs à l'époque, on avait une perspective d'augmentation des salaires qui était assez forte. Maintenant, avec l'augmentation du SMIC qui augmente plus que l'inflation, et c'est pas une décision du gouvernement ni de la majorité, c'est que il est construit structurellement pour augmenter un peu plus vite que l'inflation, parce que je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il est calculé effectivement en tout cas plus que l'inflation. Eh bien, vous avez une perspective en fait d'augmentation de salaire qui, sur ces bas salaires, ces tranches de 1, 2, 2,5, qui sont beaucoup plus faibles. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors en même temps, on ne va pas écrire dans la loi augmenter tous les salaires, ça n'a aucun sens, et jamais on va faire un truc comme ça. Mais donc voilà. Donc oui, c'est une critique. Mais on revient à ce que vous avez demandé vos élus, les gens de votre circonscription, c'est-à-dire, laissez-nous tranquille, mais surtout toucher à rien. C'est-à-dire les charges sont déjà très élevées. Ce qu'on fait, c'est que d'abord on maintient la politique fiscale, et ça fait des années qu'on n'avait pas fait ça en France. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas touché à la fiscalité et qu'on a tenu nos engagements. Je rappelle que l'IS, il est passé de 33 à 25%, et je peux vous dire que dans l'Assemblée nationale, même si un 49.3, on s'en prend plein la tête pour ceux qui veulent remettre en cause cela, remettre en cause le pacte du Trade, remettre en cause. Donc voilà, on peut lire les Échos tous les matins, mais il n'empêche que c'est la réalité qu'on vit à l'Assemblée nationale. Donc déjà, on maintient ce cadre-là. On essaie de créer un cadre qui est un peu meilleur en termes de simplification. On l'a un peu abordé. On a eu cet exercice avec Pacte, on a eu la loi ASAP qui va voilà, et on a un exercice de simplification qu'on va mettre en place. Peut-être que simplifier d'ailleurs consiste à ne pas s'engager, à ne pas toucher grand-chose dans les prochaines années. Je suis même prêt à se le faire, même quitte à créer une loi en disant plus jamais on dépose d'amendements en cas de surtransposition. Enfin, on peut imaginer des tas de choses. Ouais. Donc voilà ce qu'on crée. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, on pense qu'il faut continuer à créer les conditions les moins compliquées possibles ou les plus favorables possibles pour que nos entreprises, en particulier les PME, TPE, puissent, et les autres aussi bien évidemment, puissent quand elles le peuvent, augmenter plus généralement les salaires. Voilà, c'est pas simple, mais c'est le message qu'on peut donner. D'accord, on va faire réaction, et pour remplir le sujet, puisqu'on nous demande de développer le partage de la valeur au sein des PME, je voudrais avoir vos propositions peut-être très, très concrètes et synthétiques, puisqu'il nous reste quelques minutes. Le point important, c'est tout bêtement de trouver le bon équilibre entre salaire et les éléments d'épargne salariale. Je ne crois pas du tout au sujet on n'augmentera pas les salaires. On voit ce qui se passe. Enfin, je vais te donner un point. Quand une entreprise n'augmente pas les salaires pendant 2 ans, elle a une grosse grève la 3e année. Bon, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un continuum et il faut vivre avec. Ce qui me paraît extrêmement important, en revanche, c'est qu'on utilise véritablement les outils qu'on a à disposition. Tant pis, je vais être très direct, tant pis s'il y en a trop. Au moins, on a le choix. C'est-à-dire que dans ce pays, on n'est pas heureux quand on n'a pas le choix et on n'est pas heureux quand on a le choix. Bon, on a la chance d'avoir un libre arbitre. Cherchons pas l'optimum, cherchons pas forcément ce qui se fait de mieux, parce qu'on s'aperçoit très souvent quand on a pris une décision que 5 ans après, qu'on a pris de bonne foi avec toute l'intelligence qui est la nôtre, que 5 ans après on se dit tiens on aurait peut-être fait un peu différemment, mais c'est pas grave. Mettons-nous à l'épreuve des faits, mettons-nous à l'épreuve de l'avenir et utilisons cette épargne salariale, utilisons véritablement toutes les voies possibles, possibles et imaginables. Je crois vraiment c'est un peu une profession de foi, mais allez, dans 95% des cas, ça marche, donc il n'y a pas de raison de ne pas oser. Enfin, osons, comme disait l'autre. Quand on voit ce petit guide, on voit effectivement qu'on a les outils. Donc la boîte à outils est là, elle regorge peut-être de trop d'outils, mais au moins on les a. Mais on les a, et pour avoir quand même beaucoup travaillé à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas ces outils, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose qui nous envie, mais ça, ils nous l'envient. Ouais. C'est différent, c'est compliqué, blablabla, mais ça, ils y voient l'intérêt. Et d'ailleurs, regardez, là, je pars sur le grand groupe, c'est regarder dans les grands groupes, quand on s'y prend bien,
le taux de souscription dans les autres pays que la France, quand on met en place un plan d'actionnariat international, il n'est pas si faible que ça. Ça veut dire qu'on est capable, dans des entreprises, dans des pays qui ne sont pas le pays mère, on est capable d'avoir des souscriptions. Donc il n'y a pas de raison dans notre pays, je dirais, si on partage de l'information économique, c'est ce qu'on disait, on partage de l'économique, on partage de la vision, il n'y a pas de raison que les salariés ne répondent pas présents. Vraiment, c'est pour moi un élément important. Et dernier sujet, c'est comment on anime cette catégorie de salariés, allez, actionnaires, salariés, appelez-le comme vous voulez, tout au long de l'année. Ce n'est pas juste une fois par an. Sinon, autant mettre son argent chez Amundi directement. Mais vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait pour animer cette communauté très spécifique du salarié actionnaire ou de l'actionnaire salarié. Pour moi, c'est vraiment l'une des clés. Bon, l'investissement, l'un n'empêchant pas l'autre, bien évidemment. Agnès Bricard. Moi, je reviens aux entreprises de moins de 50. Ce que je constate, c'est que les premières questions que j'ai actuellement, c'est qu'est-ce que je fais pour l'épargne salariale ? Et c'est vrai que d'avoir ce guide, je voudrais remercier là, le président, Loïc Desmousseaux, je vais donner à l'ensemble des 20 000 experts comptables la possibilité d'utiliser la version numérique, parce que la vraie question qui va se poser pour justement le chef d'entreprise, c'est de dire, moi j'ai déjà posé la question au chef d'entreprise, dites-moi pour votre assurance vie, là, vous la mettez en unité de compte, de quoi vous me parlez ? Donc déjà, on n'a pas la culture financière au niveau des chefs d'entreprise. Je parle des moins de 50 là. Hein. Donc il y a l'expert comptable qui doit prendre en compte le fait que cette culture financière n'est pas là. Une fois que l'expert comptable a compris lui-même, parce que pareil, il va falloir qu'on valide 2-3 points au niveau de la profession, ça me paraît essentiel, le teneur de compte, le gestionnaire d'actifs, la plupart n'ont pas vu la différence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je donne des classements, puisqu'il y a des classements, donc je les donne à mes confrères, ben, je suis bien obligé de leur donner ce que j'appelle l'information disponible. Oui. Et ça permet du coup que l'employeur dise lui-même, mais attendez, je ne peux pas expliquer moi à un de mes employés ce que moi-même, je n'ai pas compris. Donc les classements d'actifs dont vous parlez tous facilement, ce n'est pas connu. Donc il y a ce travail que je vois pour la première fois apparaître, c'est d'un seul coup s'apercevoir que cette culture financière, on l'a fait descendre dans les entreprises de moins de 50 jusqu'à 11. Et ça me paraît réellement une avancée forte aujourd'hui pour la France. Merci. Anne Mercier. Moi, je voulais juste rebondir sur un point qui a été mentionné par Jean-Philippe, sur aujourd'hui, en fait, quand on investit, quand on demande à des managers, on parlait de cibler, donc on demande à des managers d'investir dans l'entreprise, d'acheter des actions. Effectivement, en raison de ces arrêts, on a un risque fiscal, on a une insécurité et il y a un risque de requalification en salaire. Ce qui n'est pas logique puisque le manager, il a quand même investi, il est en risque, il s'est comporté comme un actionnaire, il n'a aucun avantage dans sa démarche et néanmoins, il y a un risque qu'il ne soit pas traité en plus-value mais en traitement et salaire. Et là-dessus, je pense que ça, effectivement, ce serait bien qu'on ait une sécurisation là-dessus. Pourquoi ? Parce que les managers, en fait, quand ils sont eux-mêmes, qui comprennent en fait, on en revient à ça en fait, qui sont là-dedans, qui ont des actions, qui voient un peu l'intérêt, c'est là qu'ils vont le vendre à l'ensemble des salariés. C'est là qu'ils vont se dire, mais en fait c'est hyper intéressant et donc j'ai envie que tous mes salariés en profitent. Et donc, tu l'as mentionné, peut-être que la solution, c'est peut-être de dire, pour bénéficier de cette sécurisation, vous vous engagez à mettre en place un dispositif collectif. Et ça permettrait non seulement les managers, eux, d'avoir des actions, de comprendre et de l'expliquer et d'en bénéficier, et de faire du partage auprès de l'ensemble des salariés. Ouais. Très bonne proposition. Christophe Boiton. Peut-être une réaction au moins sur les différents éléments qui ont été évoqués, plus un message à destination, j'allais dire, de mes confrères dirigeants de PME. Je crois qu'on a été plusieurs à l'évoquer. Il peut y avoir la crainte, effectivement, dans les plus petites entreprises, PME ou ETI, face à l'ouverture de son capital et à l'entrée massive de ses salariés au capital. Et donc, j'entends toutes les problématiques de communication, d'information sur la mise à disposition des outils techniques, mais je pense qu'il y a un vrai travail pédagogique aussi à faire pour faire passer ce message-là. Nous, on le vit, c'est un formidable outil et moteur d'engagement, de fidélisation, de création de valeur. Alors bien évidemment, oui, ça oblige à revoir son mode de gouvernance dans son entreprise, notamment dans une petite entreprise. On peut avoir, sans juger, mais peut-être des gouvernances un peu seules, un peu descendantes.
Ça nécessite de revoir son management, mais par contre, le bénéfice derrière, en tout cas nous on le mesure, le moteur de motivation, il est très très fort. Donc il ne faut pas oublier de travailler aussi sur cette dimension-là, si on veut que les dirigeants de PME, de TI accèdent et ouvrent leur capital à leurs salariés. On termine avec Jean-Philippe Debat. Oui, alors moi j'ai une proposition très simple qui est l'augmentation du temps de travail rémunéré en actions de l'entreprise. Je m'explique. Augmentation, 5 heures de plus, 5 euros d'action. Les avantages, d'abord ça touche les gens qui font des heures. Des gens qui font des heures. Pas des gens qui font du télétravail ou qui peuvent défiscaliser. Il faut être physiquement dans l'entreprise. Ça se mesure quand même, hein. Donc, quelqu'un qui est à l'usine, quelqu'un qui est dans son magasin, quelqu'un qui sert le café, c'est objectif. Il fait 35 heures. S'il n'est pas là, il faut en mettre un autre à sa place. Donc, ça va toucher les bas salaires et les gens qui, justement, ne vivent que sur leur salaire. Deuxième avantage, il n'y a pas d'éviction pour les finances publiques puisque c'est du marginal. Troisième avantage, vous avez vu qu'il y a certes un taux de chômage qu'on estime trop élevé, mais on est quasiment en plein emploi. Les entreprises, dans beaucoup de secteurs, elles n'arrivent pas à recruter. Donc, vous donnez de la valeur à des gens. Christophe a exposé l'exemple de ces personnes qui partent avec 350 000 euros en fin de carrière. Je ne suis pas sûr qu'il faille rester actionnaire sur l'entreprise jusqu'à la fin. Il faut parfois un petit peu vendre des actions et sécuriser son truc. Mais l'augmentation du temps de travail à l'euro, sans charge sociale, parce que sinon ça ne marche plus, à l'euro, rémunéré en actions d'entreprise, ou pour les entreprises qui n'ont pas d'actionnaire salarié, en part de fonds de retraite, Amundi ou d'autres, voilà, c'est simple. Travailler plus pour gagner plus d'actions. Pour gagner plus tard. D'actions. Bon, bah écoutez, on va terminer sur cette proposition. On peut applaudir nos intervenants. Merci. Un grand merci à Louis Marguerite, Philippe Viviane, Agnès Bricard, Anne Le Mercier, Christophe Boiton et Jean-Philippe Debat. Dans un instant,